Bienvenue au 39e colloque du RPH, intitulé « Angoisse ». Si l'angoisse se repère dans un premier temps par des manifestations physiologiques, notamment par des troubles relevant des organes respiratoires et du cœur, Freud, très rapidement, s'éloigne de ces constatations pour questionner l'angoisse dans sa dimension psychique et historique. Pour quelles raisons se déclenche-t-elle? Où trouve-t-elle sa source? Quelle est sa fonction? Freud nous apprend que l'affect d'angoisse chez l'enfant se manifeste quand celui-ci est soit seul, soit dans l'obscurité, soit lorsqu'il, je cite, « trouve une personne étrangère à la place de celle qui lui est familière », entre parenthèses, la mère. Fin de citation, c'est une citation de Freud dans son texte « Inhibition, symptômes et angoisse » de 1926. Donc, ces trois conditions, lorsque l'enfant est soit seul, soit dans l'obscurité, soit lorsqu'il trouve une personne étrangère à la place de celle qui lui est familière, ont un dénominateur commun, l'absence de perception de l'objet aimé. L'image mnésique, le souvenir de la présence de l'objet d'amour, ne produit pas l'effet escompté, qui serait de calmer l'enfant en attendant le retour de la mère. Un désarroi est ressenti face à la séparation d'avec l'objet aimé, puis avec l'absence de perception de celui-ci. Le nourrisson réclame la présence de la mère, car c'est elle qui satisfait ses besoins. Il le sait, car il en a fait l'expérience. Ne pas percevoir la mère, c'est le risque de ne pas être satisfait, que la tension croisse et qu'il ne puisse rien faire contre celle-ci. Cela pose question sur la fonction de l'angoisse. Effectivement, le nourrisson qui se retrouve face à l'absence de la mère déclenche l'angoisse dans le but de signaler ce qu'il redoute, et cela avant même que la situation de non-satisfaction de ses besoins ne soit arrivée. L'angoisse a une dimension de signal qui prévient d'un danger imminent, pas encore avéré, et participe de la protection et de l'autoconservation. Elle indique que l'être est en situation de désaide. Lorsque le fœtus est dans le ventre de la mère, il n'y a pas d'objet. C'est le ventre même qui crée les conditions biologiques de satisfaction du fœtus. Comme mentionné, à la naissance de l'enfant, une séparation d'avec la mère a lieu et avec elle vient l'angoisse. Puis, la mère devient le substitut de la vie intra-utérine et donc la première protection contre les dangers. Après cette angoisse de séparation originaire, viendra celle de la perte de l'objet, puisque la personne aidante ne sera pas présente continuellement. À partir de la naissance, les craintes se succèdent. D'abord, la sensation de désaide éprouvée au début de la vie, puis la peur de la perte de l'objet dans les premières années d'enfance, le danger de la castration avec la différence des sexes, et le danger de punition par le surmoi suite à l'introjection de l'autorité parentale. Des impressions d'expériences vécues au cours de l'enfance peuvent persister et se manifester à l'âge adulte, ce qui attribue à l'angoisse une dimension de remémoration. Je vais citer Freud, toujours dans le même texte, Inhibition, symptômes et angoisse de 1926. Donc il parle du moi et il dit qu'il est le lieu de l'angoisse proprement dit. Fin de citation. En tant qu'instance organisée, c'est lui, donc le moi, qui ressent le danger, qui détecte et juge les situations alarmantes pour assurer sa protection. Le moi angoisse face aux revendications pulsionnelles du ça. Il s'agit d'un danger pulsionnel et donc interne que le moi reconnaît, auquel il s'attend et surtout auquel il veut échapper. Avec l'angoisse, il a une reproduction affaiblie d'une situation traumatique déjà vécue passivement, je cite, dans l'espoir de pouvoir en diriger le cours en agissant par lui-même. Toujours ce même texte de Freud. Au fil de la cure, il est question tant que possible, à travers la règle de l'association libre, de ramener à la conscience la motion pulsionnelle vécue comme dangereuse par et pour le moi, et ainsi d'éviter que le mécanisme de défense tel que le refoulement n'agisse. Le refoulement suit le principe de plaisir, car il est la possibilité pour le moi de ne plus être assailli par l'angoisse et de faire ainsi baisser la tension déplaisante.
L'angoisse est donc motif de refoulement. Il est le signal pour le moi d'un déclenchement du système défensif. L'inconscient cherche à se faire connaître, alors que le moi lui-même lutte pour ne pas savoir, car cela menace son unité. L'être est divisé pendant que le moi cherche à unifier. Même si la pulsion est refoulée par l'intervention du moi, elle ne jette pas l'éponge pour autant et cherche à se satisfaire. Se jouent dans l'appareil psychique de l'être différentes visées, celle du ça, réservoir des pulsions, qui cherche à se satisfaire, se contredisent et s'opposent, sans pour autant qu'il y ait conflit, et celle du moi, qui cherche l'organisation, la synthèse et la conservation de la vie. Un être à qui il manque un moi organisé est confronté à une violence externe extrême et traumatisante. Un nourrisson, lorsqu'il naît, est impuissant face au monde qui l'entoure et pendant les premiers mois de sa vie. La différenciation du moi d'avec le ça se met en place pour permettre de se prémunir du danger. Je vais à nouveau citer Freud dans son texte La question de l'analyse profane, toujours en 1926. Début de citation. Quand on a heureusement surmonté un trauma, on prête attention à l'approche de situations analogues et on signalise le danger par une répétition abrégée des impressions vécues lors du trauma par un affect d'angoisse. Fin de citation. Si l'homme est en quête de bonheur, c'est la souffrance dont il fait très rapidement l'expérience. Et à défaut d'être heureux, il tente tant bien que mal de tenir à distance cette souffrance. Pour ce 39e colloque du RPH intitulé « Angoisse », au pluriel, nous allons explorer, tout au long de la journée et au fil des interventions de chacun, ce thème qui est au cœur de la clinique du psychothérapeute et du psychanalyste, car les angoisses sont également autant de signaux qui indiquent aux cliniciens la direction de la cure et donc la direction de l'inconscient.